Bien, on va reprendre. Et aujourd'hui, je vais parler de l'Australie. La première civilisation non moderne, non occidentale, en dehors de l'Extrême-Orient, où l'on a commencé à parler systématiquement de paysage, landscape d'ailleurs pour commencer, a été l'Australie aborigène. Dès les années 70, les ethnologues spécialistes de cette région commencent donc à parler de landscape, de paysage lorsqu'ils sont francophones, mais le mouvement a commencé avec les Australiens, pour désigner ce que l'on appelait auparavant plutôt country. Country, c'est-à-dire un environnement caractérisé par le fait qu'il est le produit de l'action structurante d'ancêtres totémiques avec lesquels les descendants de ces ancêtres ont un rapport de quasi-consubstantialité. Donc la question à laquelle je voudrais consacrer les deux leçons qui viennent est de savoir si cet usage de la notion de paysage est légitime et ce qu'il peut apporter à une réflexion plus générale sur l'anthropologie du paysage. Afin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les spécialistes de l'Australie aborigène parlent de paysage, il faut dire tout d'abord un mot du système cosmologique et étiologique tout à fait singulier qui caractérise, et c'est un fait remarquable, l'ensemble du continent australien et que l'on a pris l'habitude d'appeler en anglais dreaming ou dreamtime, en français rêve ou temps du rêve, dans la mesure évidemment où la notion de paysage est très liée à ce concept. Ce concept, il a été repéré pour la première fois au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, chez les Aranda du désert central, sous le nom d'Alchera, par deux des grands pionniers de l'ethnologie des aborigènes australiens, Baldwin Spencer et Frank Gillen. Et l'on s'est aperçu ensuite que cette notion d'Alchera, qu'on a traduit par rêve, s'appliquait à toutes les populations aborigènes d'Australie. Ce qui, encore une fois, est un fait tout à fait remarquable, parce que c'est un continent immense où on parle des centaines de langues différentes. Mais néanmoins, cette structure cosmologique est présente partout. Alors le rêve, c'est quoi ? C'est quelque chose qui évoque en première approximation tout ce qui se rapporte au temps de la mise en forme du monde telle qu'elle est relatée dans des récits rituels accompagnant des cérémonies totémiques. On rapporte dans ces récits que des êtres originaires surgirent, il y a longtemps, des profondeurs de la Terre, en des sites qui sont très précisément identifiés. Certains de ces êtres se lancèrent dans des pérégrinations émaillées de péripéties, ils ont rencontré d'autres êtres, ils eurent avec eux toutes sortes de relations, soit d'hostilité, soit amoureuses, etc. Et les trajets, les haltes de ces êtres sont toujours visibles dans la matérialité de l'environnement sous des formes très diverses, des rochers, des points d'eau, des bosquets d'arbres, des gisements d'ocre, des cordons littoraux, etc. Ces êtres originaires disparurent aussi soudainement qu'ils étaient apparus, soit dans le lieu même où ils étaient apparus, soit au terme d'un long voyage, et disparurent donc soit en se métamorphosant, je reviendrai là-dessus, soit en pénétrant dans la terre. Et en partant, chacun de ces êtres laissa derrière lui une partie des existants actuels dans toute leur diversité, les hommes, bien sûr, les humains, les plantes, les animaux, avec leurs affiliations totémiques respectives et les noms qui les désignent,
et les rites qui permettent de les célébrer, les objets cultuels au moyen desquels on les célèbre, les éléments organiques ou inorganiques de l'environnement. Donc ils laissèrent derrière eux, au fond, l'essentiel de ce qui fait le monde contemporain des aborigènes. Ces prototypes originels, qu'on pourrait appeler les êtres du rêve, sont à la fois des accoucheurs de la réalité sociale et physique et en même temps des modèles ou des prototypes, comme l'expression que j'ai employée tout à l'heure, de cette réalité, et on les présente le plus souvent dans ces récits comme des hybrides d'humains et de non-humains qui sont déjà répartis en groupes totémiques au moment de leur venue. Alors ils sont humains, encore qu'on ait très peu de descriptions physiques dans les récits, ils sont humains à l'évidence par leur comportement, par leur maîtrise du langage, par leur intentionnalité, par les outils qu'ils emploient, par les codes sociaux qu'ils respectent et souvent qu'ils instituent, mais ils ont parfois l'apparence ou ils portent le nom de plantes et surtout d'animaux, et ils sont à l'origine de ce que l'on nomme traditionnellement dans la littérature ethnographique sur l'Australie des âmes-enfants. Qu'est-ce que c'est que des âmes-enfants? Ce sont des stocks d'esprits, de semences d'essence, si vous voulez, qui sont déposés, qui furent déposés dans les sites où ces êtres disparurent, et ces âmes-enfants s'incorporent depuis lors dans les individus de l'espèce ou de la classe d'objets qu'ils représentent, et évidemment aussi dans les humains qui ont cette espèce ou cet objet pour totem. Autrement dit, les âmes-enfants, ce sont des semences d'individuation, ce sont des morceaux d'essence qui actualisent régulièrement l'existence des êtres d'une classe totémique. Donc le rêve, c'est bien autre chose qu'une manière aborigène de désigner ces temps mythiques auxquels bien des peuples ont coutume de renvoyer la jeunesse fabuleuse des êtres et des choses. Pour parler de cette époque, Radcliffe Brown avait employé l'expression « aurore du monde », et c'est un bon terme. En cette aurore du monde, donc, un mouvement de génération continué s'est enclenché, dont les effets se font sentir jusqu'à présent. C'est ça qui est intéressant, je reviendrai longuement sur cette question, puisque la potentialité qui a été laissée par les êtres du rêve dans des sites et des itinéraires s'actualise sans cesse par les incorporations successives de leur essence dans des entités de diverses sortes. Je vais donner la bibliographie, il n'y aura pas beaucoup d'images aujourd'hui. Des textes dont je vais me servir aujourd'hui. La littérature, bien sûr, sur l'Australie est gigantesque, mais c'est surtout cela que je vais citer aujourd'hui. Mais on fait aussi vivre et revivre ces êtres du rêve grâce aux rites, grâce aux procédures de nomination, grâce aux parcours réitérés au moyen desquels les aborigènes rendent tangible et vivace la présence cachée de ces entités qui, en modelant les êtres et les choses, donnèrent ordre et sens au monde. Donc le rêve n'est pas un passé mythique, coupé du présent, mais une expression de l'éternité avérée dans l'espace. C'est un cadre invisible du cosmos garantissant la pérennité de ces subdivisions ontologiques. Quant aux êtres du rêve, ils ne peuvent pas être non plus assimilés à de classiques héros mythiques, puisque leur élan ordonnateur, en partie solidifié dans tel ou tel trait de l'environnement, s'est néanmoins poursuivi sans interruption jusqu'à présent, après qu'ils eurent abandonné la surface de la Terre. Ce ne sont pas non plus des ancêtres stricto sensu, même si on les désigne souvent par ce terme dans la littérature ethnographique sur l'Australie. En effet, ils n'ont aucun rapport avec les ancêtres tels qu'on les conçoit en Afrique de l'Ouest, en Chine par exemple, ou au Japon. Chaque existant humain ou non humain actuel n'est pas lié au prototype totémique
qui est à sa source en quelque sorte par un rapport de filiation, comme c'est le cas pour un ancêtre, qui se déroulerait en cascade de génération en génération, mais par un rapport tout à fait direct de duplication, de présentification, de mise en forme. C'est pour ça que je parle de couveuse ontologique, c'est un dépôt de moules, si vous voulez, ontologiques, les sites des êtres du rêve. Donc en ce sens, ce ne sont pas des ancêtres, ce sont vraiment des prototypes. Et l'organisation totémique, c'est-à-dire l'association entre des entités et des phénomènes non humains et des groupes de personnes humaines, relève de ce fait, en Australie, d'un processus à la fois originaire et constamment poursuivi de fixation des sens et de formes de vie déjà différenciées en classes et en types au départ, au sein desquelles, au fond, les composantes sociales et physiques sont inextricablement mêlées. Donc, non seulement, comme l'écrivent Spencer et Gillen à propos des Aranda, donc une population aborigène de la partie centrale de l'Australie, je cite, « L'identité d'un humain est souvent immergée dans celle de l'animal ou de la plante dont il est réputé issu, mais cette identité mixte comporte elle-même des traits de comportement et des dispositifs et objets rituels, des taxonomies qui sont à la fois sociologiques et biologiques, des noms et des récits, des sites et des trajets, etc. Bref, une foule de processus et d'objets humains et non humains au sein desquels il est très malaisé de tracer une limite entre le naturel et l'artifice, l'organique et l'environnemental, l'individuel et le collectif, etc. Alors, en quoi consiste exactement ce paysage dont les aborigènes disent qu'il a été formé par les actions des êtres du rêve? Même s'ils emploient maintenant, en général, dans le discours aborigène, les aborigènes continuent plutôt à employer le terme de country ou de law, la loi, pour désigner ce que les ethnologues appellent maintenant plutôt le paysage. Je vais me servir pour cela d'un article de Nancy Munn, grande dame de l'anthropologie, qui l'a fort bien montré à propos de ce qu'est le paysage, à propos des Walbiri et des Pitjantjatjara de la région du désert central. Mais au fond, ce qu'elle écrit est valide, je pense, au reste de l'Australie, sans risque de réduction. C'est donc l'article de Nancy Munn qui s'appelle The Transformation of Subjects into Objects in Walbiri and Pitjantjatjara Myth. Donc, selon les Walbiri et les Pitjantjatjara, la totalité de leur environnement constitue une sorte de registre, un registre qui consigne les innombrables traces laissées par les êtres du rêve. Chaque élément que cet environnement abrite, une colline basse, une crevasse entre deux rochers, un oued asséché la plus grande partie de l'année, peut être ramené à une partie métamorphosée du corps infiniment productif des prototypes totémiques, aux vestiges d'une action dans laquelle ils se sont engagés, ou à la réalisation automatique d'un dessin qu'ils auraient imaginé. Donc tout existant, humain et non humain, se voit ainsi lié à l'une ou l'autre de ces figures originaires par une relation qui est à la fois essentielle et consubstantielle. Par exemple, d'un modeste point d'eau, on va dire ce point d'eau est le corps de tel être du rêve. Et la même chose peut être affirmée de la progéniture qu'il a laissée sur ce site sous la forme de ce qu'on appelle donc des âmes enfants, c'est-à-dire, je le rappelle, ces principes d'identité totémique qui s'incarnent génération après génération dans les humains et les non-humains de la classe totémique dont cet être
est la source. Donc l'émergence de l'environnement physique, des espèces dites naturelles et des humains ne résulte pas à proprement parler d'un processus de création, comme nous avons l'habitude de les imaginer dans les genèses, disons, périméditerranéennes, un processus de création qui suppose évidemment toujours une autonomie des choses produites par rapport à l'instrument de leur avènement. Cette genèse, elle est plutôt l'effet d'un mouvement d'objectivation au cours duquel des sujets originaires, donc des prototypes, ont engendré des classes de choses à partir d'eux-mêmes, de telle sorte que ces choses portent en elles, jusqu'à maintenant, les indices de la subjectivité agissante dont elles sont la conséquence concrète. Et comme le rappelle Nancy Munn dans cet article auquel je faisais référence, l'engendrement de l'environnement physique peut se faire de trois façons distinctes, les deux premières étant les plus communes. D'abord par métamorphose, lorsque le corps de l'être du rêve se transforme directement en un objet matériel au terme de son périple à la surface de la Terre. Généralement, il est tué, et c'est de son corps que son corps se transforme en cet objet matériel. Il devient un point d'eau, il devient un rocher, il devient une colline. Ensuite, deuxième processus de production, c'est par empreinte. Lorsque un être du rêve laisse dans l'environnement une trace de son corps ou une trace d'un objet qu'il manipule. Et la dernière forme de production, c'est par externalisation, lorsque un être du rêve extrait de son corps un objet ou d'une partie de son corps, en se séparant d'un membre par exemple, un objet qui deviendra soit une nouvelle partie de lui-même, soit un objet indépendant, une sorte de parthénogénèse, mais qui n'aboutit pas nécessairement à un nouvel être, mais qui en tout cas engendre un objet nouveau. Dans tous les cas, l'élément qui résulte de la transformation du corps du prototype totémique est réputé participer de son essence. De ce fait, une dépression inondable ou un bosquet d'arbres rabougris, s'ils sont issus, s'ils procèdent d'un être du rêve, et c'est presque toujours le cas, seront en quelque sorte consubstantiels à cet être. Par ailleurs, en Walbiri et en Pitjantjatjara, nommer et laisser une trace sont exprimés par les mêmes termes. Et l'on peut même dire en Pitjantjatjara de la transformation d'un prototype totémique quel est son nom. Autrement dit, le nom des sites qui résultent des traces laissées par les êtres du rêve sont perçus et traités comme le nom qui désigne cet être lui-même. Et d'une certaine façon, ces sites et le nom sont ces êtres. Car l'un et l'autre, le site et le nom, les incarnent physiquement. Enfin, ces trois types de transformation, métamorphose, empreinte et externalisation, ne sont pas sur le même plan du point de vue de l'intention créative. Les deux premiers, la métamorphose et l'empreinte, qui sont les plus courants, ne résultent pas d'une action délibérée. Les êtres du rêve, l'être du rêve qui est concerné dans une action de production d'un élément de l'environnement, va engendrer cet élément par accident. Il s'assied et de l'empreinte de ses fesses dans le sable va naître un trou d'eau. Il rampe et un fossé se creuse du fait de la dépression que son corps aura creusée. En revanche, pour les Walbiri,
d'autres êtres du rêve, en particulier par exemple les kangourous, fabriquent leur queue, qui deviendront ensuite des poteaux cérémoniels, en les extrayant de leur poitrine. Donc là, il y a un acte intentionnel. Donc les deux premiers, métamorphose et empreinte, sont intentionnels. Seule l'externalisation est intentionnelle, mais elle est beaucoup moins courante. Alors, chez les Aranda, qui sont des habitants du désert central, comme les Walbiri et les Pitjantjatjara, on retrouve le même type de rapport entre prototypes totémiques et éléments de l'environnement. Je vais vous donner une portion de récits rituels, qui sont les sources concernant les tribulations de ces êtres totémiques, de ces prototypes totémiques et de leurs actions créatrices, pas créatrices encore une fois, parce que le terme n'est pas productive, en tout cas génésique, disons. C'est une portion d'un récit rituel qui concerne un prototype totémique qui s'appelle Chat sauvage et qui a été rapporté par Spencer et Gillen dans leur monographie sur les Aranda. Quittant Yungura, le petit leader chat sauvage mène son groupe à Ertoacha en longeant la crique Ilpia. Vous noterez que les détails topographiques sont toujours mentionnés avec beaucoup de précision. Il emmène avec lui deux hommes dénommés Tmalpunga, les femmes Ilapurinja et Lungarinja, et une poche contenant des objets cultuels. En fait, il s'agit de Churinga, ce sont ces objets sacrés sur lesquels sont gravés des morceaux d'itinéraire des êtres du rêve et qui ont un aspect très important, enfin qui a une fonction très importante dans les rituels. Et il emmène aussi des esprits enfants, ou des âmes enfants, qu'on appelle Kuruna en Aranda. À Ertoacha, qui s'étend à l'ouest d'Hermannsburg sur la rivière Finke, il établit un campement cérémoniel et reste là pendant un temps assez long, laissant deux hommes derrière lui, un homme de la section Panunga et un autre de la section Purula, avec des objets cultuels. Les sections, c'est un système de mariage à sous-sections, donc les sections sont des catégories de parenté ici. Il continue à voyager, il arrive à Yapilpa, un endroit maintenant appelé Glen Ellen Gorge, dans les monts MacDonald. Il y rencontre un groupe de femmes dansantes qui viennent de l'ouest, en dansant tout au long de leur chemin. Les hommes chats sauvages les dépassent, sans chercher à prendre contact avec elles, et traversent les monts. Ils établissent leur campement à Ulpmal-Wicha, un trou d'eau au sud du mont Sonder. Ici, ils campent, exécutent des cérémonies, puis ils traversent le mont Sonder. Tandis qu'ils vont ainsi, ils voient un vieil homme bandicoot, c'est un petit marsupial, en train de fabriquer des récipients en bois, pichi, et ils appellent l'endroit Urichipma, qui est le lieu des pichi. Ils s'y arrêtent et du sommet, d'où l'on a une vue très étendue, ils se retournent pour regarder leur trajectoire, et une rangée de pierres s'élève alors et demeure encore aujourd'hui pour marquer cet emplacement. Marquez qu'ici, c'est un élément de l'environnement qui est le produit d'un regard. Il continue, il campe à Kurupma, y exécute un ensemble cérémoniel Inkura, laisse parmi d'autres un homme appelé Kurupmarinya, qui est maintenant vivant, qui a la charge de l'entrepôt d'objets cultuels du lieu. Puis ils vont à Pohara, où ils font un autre Inkura, effectuent des rites de subincision et trouvent des femmes de la section Purula du totem faucon, dont quelques-unes s'appellent Ilyapurinja. Ces femmes ont une perche cérémonielle et des rites qu'elles montrent aux leaders chats sauvages, etc., etc., etc. Ça peut durer des heures et des heures et des heures. Alors, comme le note Marika Moïseyev dans son commentaire de cet épisode, je me sers ici de son livre sur un long chemin semé d'objets cultuels, les récits se référant aux actions passées des êtres du rêve suivent toujours la même logique. Ici, ce sont des êtres chats sauvages, donc des êtres du rêve chats sauvages, qui emportent avec eux leurs objets cultuels, qui partent d'un point A en y laissant
une colline, ils vont en point B, puis à un point C, ils rencontrent des femmes de diverses sortes qui leur montrent leur cérémonie ou pas, et à la suite de quoi un rocher s'élève en tel endroit, à certains moments, ces êtres meurent, leur corps se transforme, etc. On pourrait continuer encore une fois pendant des heures pour chacun des êtres du rêve, car ce qui se passe au site B ne découle nullement de ce qui s'est passé au site A. Et cette absence de transitivité narrative fait que chaque épisode est un événement en soi. Donc il n'y a pas d'enchaînement narratif, il n'y a pas de logique narrative. Les femmes émeues ou les femmes dansantes dans cet épisode du chat sauvage ne réapparaîtront plus une fois qu'elles auront croisé la route des chats sauvages. En revanche, ces derniers continuent à se déplacer, comme on peut le voir sur une carte. Alors, ça, c'est une des premières cartes qui ont été dressées, là encore, par Spencer et Gillen, de cheminement d'êtres du rêve. Ici, c'est la larve Wichety et l'être émeux dans le pays Aranda. On ne peut pas les suivre, en plus, ce n'est pas toujours très facile à suivre. Beaucoup d'ethnologues qui ont travaillé sur ces récits étiologiques ont fait le même genre de carte, c'est-à-dire qu'on peut suivre très, très précisément le cheminement de ces êtres, rythmé à chaque fois par des péripéties, et ces itinéraires, ces voyages de ces êtres du rêve, en plus, traversent, c'est l'une des choses qui est fascinante en Australie, traversent les frontières ethniques, si on peut dire, et linguistiques, et se poursuivent sur des distances extrêmement grandes, ce qui fait que des groupes, des sections, et des groupes ethniques et des groupes linguistiques sont propriétaires, si on peut dire, d'une partie de ces trajets, mais ces trajets s'étendent sur des distances extrêmement longues. Il est manifeste que des récits de ce genre décrivent avant tout une topographie, c'est-à-dire comment des lieux en sont venus à acquérir la physionomie qu'ils ont actuellement, et aussi une toponymie, à savoir à la suite de quelles péripéties ces sites en sont venus à être nommés comme ils le sont à présent. Les récits offrent des informations concernant l'emplacement des sites totémiques locaux de l'être du rêve de référence, ici chat sauvage, et aussi des relations spatiales que cet être entretient avec d'autres sites totémiques, comme ceux, dans ce récit, de Bandicoot ou de Faucon. Donc le récit du déplacement des êtres du rêve ne sert pas vraiment à raconter une histoire qui les concerne. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une épopée. Ce récit permet d'articuler dans une chaîne narrative des points localisés et localisables dans l'espace, de sorte que les péripéties que traversent les êtres du rêve deviennent des points de repère au moyen desquels visualiser un trajet et la mise en ordre que ce trajet, la mise en ordre spatiale que ce trajet rend possible. Alors examinons d'un peu plus près ces sites qui sont le produit d'une action volontaire ou non des êtres du rêve. Car les éléments de la topographie ne sont pas simplement des effets du corps transformé des prototypes totémiques, ce sont des marques laissées par des corps qui se trouvent dans des états ou dans des situations singulières. Ils sont allongés, ils sont assis, ils sont en train de danser, ils sont debout, ils regardent quelque chose, ils sont dispersés en fragments, si on les a tués, toute forme qui témoigne d'une action passée, depuis lors congelée dans un objet et dans un lieu. Donc chaque site, en fait, est le produit, la résultante d'une action congelée. Et ces empreintes ne sont pas seulement celles
que les corps de ces êtres ont laissé directement, à l'instar par exemple de la dépression d'un oued créé par la reptation d'un être du rêve, les empreintes peuvent aussi parfois résulter des effets à longue distance d'une action qui projette la capacité intentionnelle de l'être du rêve bien au-delà de ses limites corporelles. Par exemple, à Uluru, qui est le fameux Inselberg qu'on appelait jadis Ayers Rock, que vous connaissez tous bien sûr, des petites cavités dans la roche sont la trace des javelines qui ont été envoyées par les serpents Liru. Sur ce site, en effet, disent les Pitjantjatjara, le python, donc être du rêve, Kunya, fut surpris par une embuscade des serpents Liru qui firent s'abattre sur lui une volée de javelines. Et donc on a dans la roche la trace des javelines. Donc ces trous sont bien des empreintes d'êtres du rêve, mais qui témoignent d'une extension de leur champ spatio-temporel. Et ceci permet de comprendre pourquoi les êtres du rêve itinérants peuvent être sédimentés en plus d'un site, puisque ça dépend de toutes les actions qu'ils ont pu mener au fil de leur trajet. Ce qu'ils laissent derrière eux à chaque fois n'est pas simplement leur identité corporelle dans un sens vague et général, mais les formes solidifiées de leur champ d'action à cet endroit. Alors, de ces singularités localisées, les aborigènes disent qu'elles sont immobiles ou toujours là, ce qui ne veut pas dire hors du temps, comme des gloses occidentales ont eu tendance à l'interpréter. Comme le suggère Nancy Munn, toujours à partir d'une analyse philologique du Walpiri, il faut plutôt voir, de la langue Walpiri donc, il faut plutôt voir dans cette notion comme une sorte de vibration qui se déploie dans le temps à partir de l'action originale interrompue, à la manière un peu de la vibration qu'émet une cloche ou une corde de piano, mais qui continuerait, dans le cas présent, à résonner jusqu'à maintenant. Donc un site, un élément de l'environnement, est toujours animé, en ce sens-là, par l'événement initial qu'il a causé, et il contient donc toujours quelque chose de l'être du rêve qui lui a donné forme. C'est ce que montre la glose par un Warlpiri du concept Jukurarnu, que l'on pourrait traduire en première approximation par durable. Je cite cette glose que rapporte Nancy Munn. Jukurarnu, c'est ce que nous appelons un rêve. Un être du rêve se dit Jukurpa d'ailleurs. Un être qui est toujours là, et un amant, toujours amoureux de la même personne pendant longtemps, ou une personne qui reste au même endroit, sans jamais aller ailleurs. Donc Jukurarnu dénote la persistance, dénote une intensification de la présence par son extension temporelle. C'est ce qui permet de comprendre comment les humains sont déterminés par les prototypes totémiques dont ils dépendent. Et ils sont le produit de cette vibration d'une certaine façon. Et cette identification est très forte. Et elle se manifeste par exemple dans le fait qu'un Pitjantjatjara s'identifie à l'être du rêve de son lieu de naissance en disant « je » pour se référer à lui. Souvenez-vous de ce que disaient Spencer et Gillen. L'identité d'un humain est immergée dans l'identité de son prototype totémique. De même, on dit des grains de beauté, des névus et des taches de naissance, qu'ils sont des rappels sur le corps des humains, des marques distinctives qu'arborait l'être du rêve dont ils proviennent, et donc des marques
aussi que l'on distingue dans les particularités d'un trait du relief dans lequel cet être s'est transformé. Donc la subjectivation, au fond, de tout individu humain s'opère pour l'essentiel, c'est-à-dire le fait qu'il existe comme sujet, au moyen d'objets dont il est intrinsèquement solidaire, qui sont des éléments de l'environnement, des âmes enfants, des objets cultuels, car ces objets rendent manifeste et rendent opératoire la subjectivité encore présente, vibrante, frémissante des êtres du rêve, et donc la sienne propre, celle de l'humain, en tant qu'elle s'alimente de cette subjectivité. Donc de fait, l'identité d'un aborigène réside dans les traces laissées dans des choses par les entités qui ont produit la classe dont il est membre, la classe d'être dont il est membre, entité dont il contribue, dont il continue à contribuer à actualiser la présence par son activité rituelle. Comme l'écrit Nancy Munn, remarque très juste, je la cite, « Pour les sujets humains, les objets qui en viennent à incorporer des signes de leur propre présence contiennent déjà des signes de la présence d'autres entités auxquelles ils sont subordonnés et qui les précèdent dans le temps. » Alors examinons à présent une conception, donc on a déjà quelques éclaircissements sur ce que l'on peut entendre par paysage, je reviendrai sur cela tout à l'heure. Je voudrais examiner à présent une conception du paysage australien qui va au-delà de ce que je viens de dire et qui voit dans celui-ci, au fond, une population d'entités individualisées dotées de facultés sensibles. C'est l'image, par exemple, que présente l'ethnologue canadienne Sylvie Poirier, je vais remettre la bibliographie, dans sa monographie A World of Relationships, Itineraries, Dreams and Events in the Australian Western Desert, qui est consacrée aux populations de la région de Wirimanu, près de Balgo, au nord-ouest donc des Aranda et des Pitjantjara, que j'évoquais tout à l'heure, et principalement un groupe qui s'appelle les Kukacha. Sylvie Poirier choisit d'utiliser le terme Chukurpa, qui est commun à tous les groupes linguistiques de cette région de Wirimanu, pour désigner le rêve en tant qu'un ordre cosmique créé par les prototypes totémiques. Mais selon Sylvie Poirier, le terme désigne plus que cet ordre spatio-temporel, c'est aussi une force génésique qui insuffle de la vie dans l'univers en lui donnant forme et substance vitale. Ce n'est donc pas un ordre transcendant comme le conçoit Nancy Munn, par exemple, un ordre transcendant dont les vibrations, en somme, seraient actives jusqu'à présent. Pour Sylvie Poirier, le rêve, c'est ce qu'elle traduit des populations qu'elle étudie, ce serait un principe immanent et non plus transcendant, et un principe qui est co-substantiel avec le monde humain, un principe dynamique, je la cite, qui imbue tout ce qui est roche, vent, plante, humain ou animal. Alors, Sylvie Poirier insiste aussi, comme Nancy Munn, sur le fait que les êtres prototypiques continuent à exercer leur effet sur le monde et sur ses habitants, non seulement parce qu'ils ont laissé leur forme sur le monde et engendré la potentialité de ses habitants en y laissant des dépôts d'âmes enfants, de semences d'individuation, mais aussi parce qu'ils continuent de se manifester au quotidien. Par exemple, ils peuvent envoyer des messages au moyen du vent, ou prendre la forme de nuages, ou taper sur l'épaule de quelqu'un par derrière. Ou bien plus simplement, on peut sentir leur présence.
Mais c'est dans ce que Sylvie Poirier appelle le paysage que leur empreinte est la plus visible. Les sites nommés dans cette région, et ils le sont presque tous, les éléments du relief sont l'incarnation du corps agissant des êtres du rêve, en ce que les morceaux de leur corps ou leurs fluides métamorphosés sont encore porteurs de leur essence, de leur subjectivité et de leur agence, de leur causalité intentionnelle. De petites dépressions dans le sol sont les traces de pas de Carlaya, émeu, une colline et la queue de Marlou, kangourou, un arbre précisément identifié dans un site, c'est la lance de l'un des Wati Kucharas, qui sont les deux initiés, encore des êtres du rêve. Un trou dans un rocher fut formé lorsqu'ils urinèrent. Des galets blancs sont la graisse de Warnayara, qui est le serpent arc-en-ciel. Une dépression marécageuse, l'endroit où les Kanaputa, les femmes bâtons à fouir, passèrent sous terre pour poursuivre leur chemin vers le nord-est. Donc pour les aborigènes Kukacha, tous ces éléments incorporent encore l'essence et l'esprit des êtres du rêve, mais aussi ceux des parents morts, des défunts, donc des humains, dont l'esprit, l'âme si vous voulez, l'intériorité, a fusionné avec les restes des êtres du rêve. De sorte qu'à bien des égards, les traits du paysage, dit Sylvie Poirier, sont aussi sexués, c'est-à-dire identifiés à des principes et des expressions masculines ou féminines. Comme l'écrit Sylvie Poirier, je cite, « infusé par l'essence et la présence ancestrale, le paysage et les sites nommés sont ainsi des entités sensibles. » En anglais, sentient entities. Ce terme d'entité sensible, c'est-à-dire dotée de facultés analogues à celles des organismes évolués, n'est pas employé accidentellement par Sylvie Poirier. Ailleurs dans sa monographie, elle parle aussi de sites qui seraient sentient, pourvus donc de sensibilité. Par exemple, lorsqu'elle analyse le terme kuruwari, qui désigne notamment les esprits enfants, c'est-à-dire ces semences d'individuation laissées par les êtres du rêve qui s'incorporent dans les humains et les non-humains de chaque groupe totémique, elle dit « les âmes enfants kuruwari ne sont pas des abstractions, ce sont des agents, des prototypes totémiques qui résident dans des sites et qui, pour ce qui est des humains en tout cas, et ça c'est courant dans pratiquement toute l'Australie, s'introduisent dans le corps des femmes pour y devenir le fœtus d'un enfant à naître. Et cette opération se réalise en principe lorsqu'une femme visite un site et se rend compte qu'elle est enceinte, elle accouchera donc d'un enfant qui sera l'incorporation de l'essence totémique de l'être du rêve associé à ce site. Exactement comme chez les Pitjantjatjara, un aborigène Kukacha s'identifiera à l'être du rêve de son site de conception en disant « je », pour se référer à lui, à cet être du rêve. Mais Sylvie Poirier va plus loin que Nancy Munn dans les inférences qu'elle tire, au fond de ce fond commun, et qu'elle tire en particulier de cette identification entre un humain et son être du rêve. C'est dans les sites des âmes enfants kuruwari, rappelons-le, que l'âme, l'esprit, l'intériorité d'un humain reviendra après sa mort. Ces sites sont donc des dépôts d'identité essentiels et substantiels qui, génération après génération, animent des individus, puis y reviennent après leur mort, en quelque sorte en dormance, avant de s'incorporer dans d'autres individus qui sont tous de toute façon des actualisations
d'un même gabarit, d'un même prototype totémique originaire. Or, ces sites, ces dépôts d'identité, sont vus assez logiquement comme des parents, puisqu'ils pourvoient la substance et le principe d'animation de tout individu. On se réfère donc au site auquel on doit d'avoir été conçu en l'appelant Walidja, parent. Autrement dit, non seulement la totalité du paysage est dotée de sensibilité, ça c'est une formule de Sylvie Poirier, the whole landscape is sentient, mais encore, certains sites sont considérés comme des personnes dans un sens littéral et non métaphorique. Sylvie Poirier ajoute d'ailleurs, ces sites, je la cite, ces sites sont pourvus de conscience et d'intentionnalité. De ce fait, l'identité et le devenir de ce qu'on pourrait appeler le site-personne et de l'humain-personne sont étroitement enchevêtrés. Comme leur site, comme leurs parents humains aussi, les sites nommés ont des sentiments et leur identité commune est aussi une sensibilité partagée. Les émotions qui s'expriment entre les parents humains, la compassion, la colère, la honte, la nostalgie, etc., ces émotions ont aussi pour destinataire certains sites, notamment les sites totémiques qui abritent l'âme Kurumpa des parents morts. Et à l'inverse, on dit que ces sites désirent ardemment la présence de leurs parents humains. Donc les esprits du site personne peuvent par exemple envoyer des messages à leurs parents humains, le plus souvent par les rêves, lorsque ces parents négligent de visiter le site. Et quand des aborigènes éprouvent de la nostalgie pour un site qu'ils ne peuvent pas visiter, ou lorsqu'ils ont le sentiment qu'un site se sent seul parce qu'il n'a pas été visité depuis longtemps, ils s'adressent à ce site au moyen d'un chant dont l'objectif est de calmer leur peine, de communiquer des sentiments au site et aussi d'exprimer leur contrition pour d'avoir négligé l'endroit. Donc j'arrête la description ici de ce que les ethnologues spécialistes de l'Australie aborigène ont coutume, depuis une trentaine d'années, d'appeler landscape, paysage, lorsqu'ils sont francophones. Et tous les exemples, au fond, que j'ai choisis proviennent des groupes du désert central, mais j'aurais pu prendre des illustrations dans des communautés aborigènes n'importe où ailleurs en Australie, avec des résultats assez similaires. C'est ce que confirme d'ailleurs le livre de Deborah Rose, Nourishing Terrains, Aboriginal Views of Landscape, qui est cité ici dans la bibliographie, qui propose une synthèse pour toute l'Australie des conceptions autochtones du paysage. Si je résume les données ethnographiques que nous avons examinées jusqu'à présent, la presque totalité de l'environnement physique des aborigènes est vue par eux comme le produit direct des actions menées au temps du rêve par des entités totémiques d'une grande diversité. Cette production d'environnement s'opère de trois façons. La plus commune, je l'ai dit, est l'empreinte, lorsque l'action accomplie par le prototype totémique laisse une trace physique. À cela s'ajoute la métamorphose, lorsque le corps de l'être totémique se transforme en un objet matériel, et l'externalisation, lorsqu'il se sépare d'une partie de lui-même pour en faire un objet indépendant.
Alors deux questions se posent. Une question principale, est-ce qu'il s'agit là d'un paysage, dans le sens élargi que je propose de la transfiguration d'un espace? Et une question subsidiaire, s'agit-il vraiment d'un paysage sensible, sentient landscape, pour reprendre l'expression employée par Sylvie Poirier, mais aussi par quelques autres ethnologues? Prenons la première question. Si l'on admet qu'un paysage peut se définir, entre autres, c'est la proposition que j'ai faite, comme le produit d'une transfiguration in situ, c'est-à-dire un environnement aménagé pour qu'il fonctionne dans sa totalité comme un signe, alors il ne fait aucun doute que l'environnement des aborigènes australiens a bien des aspects d'un paysage ainsi défini. En effet, il a été engendré par des agents individualisés qui s'y sont littéralement transfigurés, l'expression est juste en l'occurrence, en y laissant quelque chose de leur personne. Et du reste, dans son article Excluded Spaces, que je cite ici, Nancy Munn est très proche de cette notion de transfiguration, même si elle ne l'emploie pas explicitement, lorsqu'elle rapproche, dans un parallèle qui est très original, deux modalités d'incorporation d'une figure dans le paysage, celle des êtres totémiques australiens et celle qui découle du projet paysager de Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux, qui sont les créateurs de Central Park à New York, sur lequel, d'ailleurs, Nancy Munn travaille depuis quelques années. Les deux architectes ont repris les préceptes des grands paysagistes du XVIIIe siècle et ont institué dans Central Park ce qu'ils ont appelé des points de commutation, switching points, entre les personnes et le relief, c'est-à-dire des sites où le spectateur se trouve face à une vue à laquelle il ne peut échapper, son champ de vision étant contraint évidemment par sa position. De ce fait, les deux architectes ont incorporé leur propre espace sensoriel dans le paysage et ils se sont ainsi projetés eux-mêmes comme personnes sensibles sous la forme d'une objectivation de leur espace sensible dans l'environnement qu'ils créent. Toutefois, la différence entre le paysage australien et la transfiguration in situ que réalisent les architectes paysagistes, c'est que dans le premier cas, l'objectivation n'est pas intentionnelle. Les êtres du rêve se transforment ou laissent des empreintes, engendrant ainsi un paysage qui est un signe de leur présence et de leurs actions, mais c'est par accident, et chacun pour son compte, qu'ils sont cause que des formes soient données au monde et non comme des agents engagés dans un projet collectif de façonnement de l'environnement. Par ailleurs, les signes qu'ils déposent en formant les lieux, je parle toujours des êtres du rêve, ne sont pas à proprement parler des signes iconiques. À tout le moins, ils n'ont pas d'intention mimétique et ne sont donc pas des images. Comme par exemple, pour prendre l'exemple que j'avais utilisé l'année dernière, comme le jardin Hatchoir pouvait être une image miniature de la forêt qui l'environne. Les signes involontaires que les êtres du rêve font advenir en devenant paysages sont des signes indiciels, au sens de Peirce,
c'est-à-dire des signes qui révèlent par contiguïté spatio-temporelle l'existence, les dispositions et les actions passées de ces agents, lesquels n'avaient aucunement à l'esprit de figurer mimétiquement quoi que ce soit. Donc le paysage australien est bien une transfiguration in situ, mais d'un genre très particulier, puisqu'il représente le résultat contingent d'une mise en forme accidentelle des lieux par une collection disparate de non-humains qui n'avaient nullement pour intention de figurer quelque chose iconiquement, c'est-à-dire de transformer un lieu en signe, même si ceux qui parcourent ces lieux à présent, les aborigènes, y reconnaissent partout les signes d'une action morphogénétique globale. Passons maintenant à la question subsidiaire. Ce paysage constitué par les signes indiciels, involontaires laissés par les êtres du rêve à la surface de la Terre, est-il vraiment sensible, sentient? Est-il composé de sites qui sont littéralement des personnes dotées d'intentionnalité et manifestant des affects, ainsi par exemple que l'affirme Sylvie Poirier à propos des aborigènes Kukacha et de la région de Balgo. Sylvie Poirier n'est d'ailleurs pas la seule à avancer cette interprétation. D'autres spécialistes des aborigènes comme Jennifer Biddle ou Elizabeth Povinelli parlent aussi volontiers de sentient landscape, paysage sensible. Mais cette qualification est loin de faire l'unanimité. Et par exemple, Nicolas Peterson, dont je cite ici l'article, qui est l'une des grandes figures de l'ethnologie des aborigènes du désert central, est très critique vis-à-vis de ces positions. Et au fond, il reproche dans l'article que je cite, Is the Aboriginal Landscape Sentient? Animism, the New Animism and the Walpiri. Il reproche à Poirier et à Povinelli, en fait, de projeter de façon indue sur les aborigènes australiens le schème ontologique animiste que j'ai mis en évidence en Amazonie, au fond de transformer les Australiens, les aborigènes australiens, en Amérindiens. Alors, comme on peut, je dois dire que l'argumentation de Peterson m'a paru convaincante. Peut-être parce qu'il me semble qu'il faut nettement distinguer les Amérindiens des aborigènes australiens, mais je vais reprendre brièvement son argumentation. Comme on peut le discerner déjà dans les descriptions ethnographiques même de Sylvie Poirier, il y a superposition entre le rapport des aborigènes à un site et à certains objets constituant ce site et leur rapport aux composantes immatérielles de la personne, des défunts, qui viennent rejoindre le stock des âmes-enfants associés à ce site. Alors évidemment, âme-enfant d'un côté, esprit des morts de l'autre, sont sans aucun doute des individualités pourvues de volition, qui peuvent s'incarner temporairement dans des humains, dans des plantes, dans des animaux, pour les premiers, et qui sont, pour les seconds, des parents dont l'absence cause du chagrin et avec lesquels on peut communiquer dans les rêves. Donc des entités qui présentent certains traits caractéristiques des non-humains intentionnels dans les ontologies animistes. Mais ce n'est pas le site lui-même où ces entités résident, ni les empreintes laissées par les êtres du rêve dans des objets physiques, dans un arbre, dans un rocher, dans un point d'eau, qui sont des personnes dotées de sensibilité. Ces objets sont des signes de ce que des prototypes totémiques furent actifs en ce lieu, et ils sont, je l'ai répété, de ce fait, infusés par la présence de ces agents qu'ils réverbèrent comme un écho lointain.
Et ce mode d'existence d'un être est en soi original. Il me semble qu'il constitue une contribution importante, si on peut dire, des aborigènes australiens au problème de l'incarnation des invisibles auxquels, au fond, toutes les ontologies sont confrontées, de sorte qu'il ne paraît pas souhaitable de le réduire à une forme d'animisme. Alors, quelques mots de conclusion. Le paysage des aborigènes australiens constitue, je l'ai dit, une forme originale de transfiguration in situ, puisqu'elle est le résultat accidentel des activités d'agents non humains qui ont laissé sur la surface de la Terre des signes indiciels de leur passage. On est ici, au fond, à l'extrême limite sémantique du paysage comme transfiguration in situ, puisque la transfiguration n'a pas été accomplie de propos délibérés. Paradoxalement, la conception australienne du paysage serait, à vrai dire, plus proche de l'acception classique qu'en donne la géographie physique, à savoir la résultante sur la croûte terrestre de l'action de forces non intentionnelles comme le volcanisme, la sédimentation ou l'érosion. Or, ce qui est remarquable avec l'Australie, c'est que les aborigènes ont su transposer cette transfiguration in situ dont ils ne sont pas responsables dans des formes originales de transfiguration in visu, c'est-à-dire dans des schèmes visuels et dans des artefacts qui ont pour ambition explicite de représenter de façon mimétique les traces laissées dans le monde par les êtres du rêve. Et c'est ce que nous verrons lors de la prochaine leçon.